bonsoir. Tous les mercredis et vendredis, entre 19h et 20h, avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal, Bruxelles revit. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce 5e numéro de Bruxelles revit. Bonsoir Soraya. Bonsoir Charlotte, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans le quartier du Piétonnier, puisque c'est là que nous sommes ce soir, précisément au Palace. Alors le Palace est un lieu bien connu des Bruxellois, le cinéma est fermé, le café est encore ouvert et c'est depuis ce café qu'on enregistre ce soir cette émission. Alors le Palace, un lieu qui a connu des fortunes diverses, une histoire mouvementée, on y reviendra et on parlera aussi de toutes ces associations, en tout cas d'une association ici autour du Piétonnier, Promo Jeunes. Son directeur Manuel Murillo viendra nous faire un petit coucou dans l'émission. Et puis puisqu'on est sur le Piétonnier, on ne pouvait pas passer à côté des bars, puisque il fallait parler des bars. On ira voir l'ambiance ici dans la rue. On parlera aussi du confinement du Mannequin Peace et puis évidemment de la musique live et des cadeaux à vous faire gagner tout au long de cette émission. Donc restez connectés pour qu'on vous explique comment vous pourriez remporter ces cadeaux. Alors en direct, vous le savez maintenant depuis le Palace ce soir, le Palace qui est un cinéma qui est encore fermé, qui le restera jusqu'au 1er juillet. Pour autant, ça s'active au Cinéma Palace précisément pour anticiper cette réouverture. Pour en parler avec nous ce soir, Nicolas Gilson. Nicolas Gilson, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous accueillir dans ce lieu qui n'est pas encore tout à fait réouvert. Mais vous nous le disiez déjà tout à l'heure, ça s'active techniquement, ça s'active pour respecter les exigences sanitaires et ça s'active aussi au niveau de la programmation. Alors disons que ça s'active tous azimuts, oui. On est actif en fait depuis toujours, donc depuis la fermeture on essaye de voir comment on peut anticiper ou pas une réouverture, comment la préparer d'un point de vue légal aussi, c'est-à-dire qu'on est en dialogue avec les administrations diverses depuis un moment. On attend toujours un protocole définitif qu'on n'a pas en main, donc c'est un peu la position surréaliste dans laquelle on est pour le moment, c'est-à-dire qu'on a des indications de protocole mais pas un protocole définitif. Et donc malgré ça, on remet peu à peu les équipes au travail parce que malgré tout, on ne peut pas réouvrir du jour au lendemain. Autant on a pu fermer du jour au lendemain, autant réouvrir du jour au lendemain est compliqué. Et puis on travaille évidemment à la programmation. Mais ça veut dire, juste pour revenir quand même sur les exigences sanitaires, vous ne savez pas vers où aller, vous ne savez comment vous organiser. On sait vers où on va, on sait comment on sait comment s'organiser au niveau des mesures de distanciation, ce qui les recommandait, les gestes qu'on a maintenant partout, c'est-à-dire le gel, etc. De la même manière, on a eu une réception des informations très tardive pour l'Horeca. C'est une semaine avant l'annonce de la réouverture, on a eu en main quelles étaient les mesures définitives à appliquer. Ici, on a anticipé différemment, c'est-à-dire qu'on a pu avoir un dialogue avec l'administration de manière à pouvoir anticiper une réouverture au minimum 4 semaines à l'avance, ce qu'on a eu en main. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas un protocole complet, c'est-à-dire qu'on a un protocole en tout cas pour tout ce qui est chemin à suivre, le fait comme quasiment dans tous les magasins ou tous les établissements qui ont réouvert, on a un protocole en tout cas sur les parcours, sur l'idée qu'effectivement il va falloir inviter les spectateurs à venir acheter un billet, rentrer en salle et à quitter le complexe une fois qu'ils ont ça. Mais par contre, la problématique, c'est sur exactement quelle jauge on peut ouvrir ou pas, où là on a des réponses qui sont un peu à demi et où on veut être sûr d'avoir un discours clair et cohérent. Ça tient à quoi ce flou dans les décisions? Il y a encore de la réflexion à cet endroit-là? Je pense qu'il doit y avoir encore un peu de réflexion dans la mesure où tout s'est accéléré très très rapidement et où il est préférable peut-être de prendre une décision plus tardive mais plus légère que de faire ce qui était le cas dans un premier temps, de mettre des mesures, pour les écoles notamment, d'avoir des mesures drastiques et 2 jours après de les faire tomber. Donc je pense qu'en fait il vaut mieux avoir un discours cohérent d'un seul coup. La vraie réponse qu'on a, c'est qu'on sait qu'on peut avoir jusque 200 spectateurs maximum. Et donc la vraie question est plutôt sur les petites salles et de voir comment on s'organise. Et voilà. Vous avez plusieurs c'est surtout, on a plusieurs pistes, on a plusieurs manières de mettre en place. On a anticipé, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une logique qu'on va se donner entre salles si on n'a pas de mesures claires qui arrivent. Mais a priori, ça se dessine. Je veux dire, d'ici quelques jours, on aura tout en main. C'est vraiment juste une question de comment on va fonctionner sur les jauges, sachant qu'évidemment, ce qu'il faudra recommander, c'est que les personnes qui ont peut-être un peu plus peur viennent sur des séances où il y a peut-être un peu moins de monde. Je veux dire,
foncièrement, on a des cycles au cinéma. Le vendredi soir, le samedi soir, il y a beaucoup plus de monde que le soir en semaine. Donc peut-être que les personnes qui se disent, tiens, qui hésitent à venir au cinéma ou pas, viennent peut-être plutôt en semaine. Et donc l'idée, c'est d'essayer de ventiler un maximum le public. Alors vous avez combien de salles et en termes de jauge, est-ce que vous avez une inquiétude particulière de ne pas arriver tout simplement à gagner suffisamment que pour rester dans les clous financièrement? Alors oui, cette inquiétude, elle est là. Maintenant, la rentabilité, on a 4 salles et donc la rentabilité peut se faire globalement sur les 4 salles. Il y a une vraie interrogation sur effectivement les petites salles et de savoir comment on va pouvoir les remplir ou ne pas les remplir. La vraie question, c'est simplement de savoir si on peut ne pas imposer le port du masque durant toute la séance. Donc, et c'est cette question-là à laquelle on a besoin de réponse. En fait, on peut remplir une petite salle complètement, mais il est recommandé de demander le port du masque puisqu'alors les mesures de sécurité au niveau de la distance sociale ne peuvent pas être respectées. Maintenant, on est aussi face à des gens qui sont assis dans une salle, donc le rapport de distance n'est pas exactement le même à la ventilation qu'on peut voir dans les bars où les personnes sont rapidement dos à dos et sont dans des positions où peut-être elles peuvent se croiser, etc. Donc c'est plutôt... on veut plutôt être sûr de pouvoir avoir un discours rassurant, donc on attend d'avoir des informations vraiment les plus précises possibles. Mais c'est vraiment une question de détail au final. Donc vous espérez quand même garder toutes vos salles ouvertes? Les 4 salles seront ouvertes. Ça c'est une décision qui a été prise. Oui. La question est juste de savoir sur quel pourcentage de la jauge on ouvre ou pas. A priori, on va de toute façon dans les premières semaines, ou en tout cas la première semaine, ouvrir un pourcentage moindre du nombre de places. Aussi pour être sûr de pouvoir gérer correctement une ventilation, de voir aussi quelle est la demande des spectateurs aussi. Est-ce qu'ils vont répondre présents ou pas? Parce que la vraie inquiétude est celle-là. De ce point de vue-là, est-ce que vous avez des échos, par exemple, de ce qui peut se passer à l'étranger? Parce qu'on sait qu'il y a une vraie alliance entre les cinémas indépendants européens. Est-ce qu'on a des échos de ce qui se fait ailleurs? Oui. Alors en Hollande, oui. C'est-à-dire qu'en Hollande, ce qui a vraiment eu et ce qui a été extrêmement surprenant, c'est que les places ont été ouvertes et les billetteries étaient sold out plusieurs semaines à l'avance. Donc ça, c'était très impressionnant. Là où, à contrario, en Suède, où les salles n'ont jamais fermé, il y a eu une chute de 90% puis de 95% de la fréquentation. Donc, je veux dire, il y a les deux scénarios qui coexistent. On a de très très bons retours de la part de nos spectateurs. On avait lancé un petit sondage sur Facebook. On a énormément de messages de la part de personnes qui veulent revenir en salle, qui sont déjà curieuses aussi de savoir ce qu'on aura à l'affiche. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Donc je pense qu'en tout cas, les spectateurs un peu plus niches peut-être, mais qui sont en tout cas le cœur de notre public, vont répondre présent. Alors c'est une période étonnante, l'été, parce qu'en même temps, à Bruxelles, ça a toujours été un moment phare presque pour le cinéma. On se souvient de l'écran total et en même temps c'est la période des blockbusters, pas forcément les films que vous programmez d'ailleurs ici. Ici on s'attend à ce que plein de Bruxellois n'aillent pas en vacances. À quoi vous attendez précisément en termes de fréquentation? Est-ce que vous avez des attentes, des craintes? On a autant d'attentes que de craintes. C'est-à-dire qu'on pensait sur l'été, en tout cas, on voulait faire une offre d'été spécifique et on avait beaucoup d'espoir d'augmenter le nombre de spectateurs sur l'été. Et ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a des bons films qui se profilent? Alors là, c'était ce qu'on pensait avant le Covid, ceci dit. Effectivement, par contre, il y a des bons films qui se profilent. Le vrai questionnement qu'on a eu, c'est de savoir s'il y aurait des films un peu moteurs, malgré tout, blockbuster ou entre deux. Et là, effectivement, tous les studios ont totalement décalé les sorties et c'est lié à une logique internationale aussi, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir sortir le film partout en même temps. Donc là, a priori, le Christopher Nolan, qui est clairement un film crossover, devrait quand même sortir à la fin du mois de juillet et ça on a une option dessus, donc c'est un titre réalisateur canadien qui avait gagné des palmes d'or, pour rappel, une palme d'or, non, en tout cas qui a été primé à Cannes. Ah non, Nolan, non, c'est pas le même. Non, c'est un réalisateur américain. Oui. Non, on peut par contre évoquer Cronenberg. Où effectivement on va ressortir Crash de Cronenberg, qui est un ancien film pour le coup. Qui est oui, qui est un excellent film. C'est une copie restaurée. On va voir la copie en 4K aussi. Donc ça, c'est un point extrêmement positif. On a et la restauration 4K et le film en 4K. Et alors là, au niveau Cronenberg, on va avoir quelques surprises. Donc on tente de finaliser une programmation avec d'autres films classiques. Donc on réouvrirait, on aurait un titre, en tout cas 4 titres différents sur le mois de juillet. Et on aura une masterclass avec David Cronenberg. Donc ça, c'est un peu l'exclu et c'est un peu la très très belle surprise pour nous. Par contre,
Covid oblige, on aura une masterclass qui sera à distance via vidéo interposée. Oh, c'est la classe, une masterclass avec David. C'est pas mal, même à distance. Ça le fait. Donc voilà, ça c'est ce qui attend les spectateurs ici même au Cinéma Palace qui réouvrira ses portes. Ça pour le coup c'est décidé, ce sera fait, ce sera pour le 1er juillet. Merci infiniment de nous accueillir ce soir Nicolas Gilson et merci d'avoir fait le point un petit peu pour nous de la situation actuelle pour les différents cinémas. On va retrouver tout de suite Charlotte Maréchal qui devrait d'ici peu rejoindre son prochain invité. Mais on aime bien me faire parcourir des kilomètres dans cette émission, donc je continue à parcourir des kilomètres et j'emmène Charles avec moi. Je vais me rapprocher un petit peu plus du piétonnier puisque il y a plein d'endroits qui ont été confinés évidemment, mais il y en a un, on s'est demandé, tiens, mais comment est-ce que le Manneken Pis a réussi à gérer cette crise? Comment est-ce que, eh bien, il a pu changer de costume? Comment est-ce qu'il a vécu en fait tout simplement son confinement? Et ça tombe bien parce qu'on vous a trouvé l'habilleur officiel du Manneken Pis, oui s'il vous plaît. Il s'appelle Nicolas Edelman, je le rejoint à l'instant, il nous attend juste devant le bar. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors vous êtes habilleur officiel du Manneken Pis. C'est pas un métier commun. Qu'est-ce que ça implique d'être habilleur du Manneken Pis? Déjà je suis le 13e habilleur officiel de Manneken Pis connu depuis le XVIIIe siècle. Donc il n'y en a pas eu tant que ça. Et donc c'est quand même une grande responsabilité parce que Manneken Pis c'est quand même le symbole de Bruxelles, le symbole de la Belgique. Et donc voilà, c'est un grand honneur pour moi d'être l'habilleur officiel de Manneken Pis. On est à quelques centaines de mètres, allez, un petit peu plus de votre lieu de travail, donc qui est au Manneken. Alors lui aussi, il a été confiné, il a dû restreindre son activité parce que oui, comme il est habillé tous les jours, vous avez dû restreindre. Qu'est-ce que ça a impacté? Ça a impacté le fait que cette petite statuette bruxelloise, elle est visitée par des milliers de personnes chaque jour. Et là, il s'est retrouvé dans une situation qu'il ne connaît pas du tout, une situation qui l'a peut-être stressé parce qu'il a l'habitude d'avoir beaucoup de visiteurs, de porter des beaux costumes. Et là, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Il n'a peut-être pas compris, mais voilà, c'était vraiment quelque chose de nécessaire pour éviter qu'il y ait des attroupements de personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un agenda bien précis, avec des tenues bien précises, en fonction généralement d'un jour qui fête un certain événement, ou bien d'une fête nationale d'un autre pays, et un costume qui nous a été offert. Ça veut dire qu'en confinement, il n'a pas été habillé du tout? Pas du tout, rien du tout. Voilà, nous, la ville de Bruxelles a toujours la volonté de montrer les beaux costumes de Manneken Pis au public. Là, on n'a pas eu l'occasion parce que même le musée de la ville de Bruxelles, tous les musées de la ville de Bruxelles et la garde-robe de Manneken Pis ont dû fermer. Vous les connaissez tous? Il y en a combien en tout? Alors, nous sommes à 1045 et donc je ne les connais pas tous parce qu'ils ne sortent pas tous régulièrement. Les plus vieux datent du XVIIIe siècle et les plus récents, ils ont été offerts avant le confinement. Mais voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes costumes qui ressortent. Je dirais qu'à peu près 150 costumes sur les 1045 qui ressortent régulièrement. Alors ceux qui étaient prévus et ceux qui ont été offerts pendant ce confinement, parce qu'on n'arrête pas les cadeaux quand ils sont envoyés, qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce que ça va se passer? Malheureusement, tout a été annulé. Ça a été annulé par les donateurs de costumes, donateurs de nouveaux costumes, et les réhabillages de Manneken Pis qui étaient prévus, ça a été annulé également. C'était une décision difficile à prendre pour les chouines de la culture, mais voilà, c'était vraiment nécessaire. Et donc voilà, on a du tout arrêté et ça a été postposé. Bon, il y a des choses qui ne savent pas se postposer comme on veut. J'imagine une association qui offre son costume à l'effigie de ses membres pour ses 50 ans. Ils ne savent pas forcément le faire l'année suivante. Donc ça a été tout simplement annulé. Et dans d'autres situations, dans d'autres cas, ça a été postposé à l'année prochaine. Donc j'ai déjà beaucoup de dossiers qui sont ouverts pour l'année prochaine et qui, j'espère, vont être autorisés par le collège du bourgmestre des Échevins. Donc maintenant, votre activité a repris. Vous avez le droit de réhabiller le Manneken. Alors, il faut savoir que les frontières de la Belgique, même si c'est pour bientôt, ne sont pas encore ouvertes. Donc, les touristes qui sont habituellement tout autour de vous pendant cet habillage, si c'est français de dire un habillage, pendant cet habillage, ils ont disparu. Alors, ça change complètement votre travail. Ça change complètement mon travail. D'habitude, quand je vais habiller Manneken Pis à 9h du matin, il y a déjà, je sais pas, une trentaine de personnes. Là, j'arrive, je suis tout seul. C'est une situation complètement insolite et lorsque je fais les déshabillages aussi, je suis tout seul. D'habitude, il y a énormément de monde et je m'amuse même à prendre les gens en photo depuis Manneken Pis comme si c'était Manneken Pis qui prenait la photo. Donc voilà, ça change absolument tout. Vous devez être quand même extrêmement prudent parce qu'il y a des costumes précieux. Vous parliez de costumes très anciens. On en prend soin comme la prunelle de ses yeux, de ces habits-là. Ah oui, tout à fait. Ce sont aussi des pièces uniques. Ça, c'est important de le préciser. Les costumes ne sont pas doubles. Il y a pas quand il y a un habillage de La Fontaine, il n'y a pas un autre costume qui a un costume similaire qui est à la garde-robe. Mais il y a des petits boutons, des petites pressions. Et alors, ce que les gens ne se rendent pas toujours compte, c'est que
que moi, quand j'habille Mannequin Piste, je suis en équilibre sur une échelle, je ne vais pas dire déséquilibre, mais je dois faire vraiment attention à ce que je fais. Je suis confronté aux conditions climatiques aussi, quand il pleut, quand il neige, quand il fait froid, quand il y a des petits boutons, des petites pressions, j'ai froid aux doigts et voilà, c'est pas évident de travailler en extérieur, mais bon, c'est très valorisant d'être l'habilleur officiel de Mannequin Piste, donc on oublie un petit peu ça. Pour reparler un peu de cette période très spéciale pour vous aussi, c'était déjà arrivé qu'on annule, qu'on postpose tous ces costumes et tous ces cadeaux pour le mannequin ? Je pense que la dernière fois que Mannequin Piste était si peu habillé, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça remonte il y a quelques années. Donc on est dans une situation tout à fait insolite. Et voilà, donc on a du tout arrêté. C'était assez triste. Voilà. Ça veut dire que vous êtes lié aussi au musée de sa garde-robe, parce qu'on peut aller visiter l'entièreté des costumes. Vous allez dans le musée, vous prenez l'un des costumes et vous allez, du coup, vous descendez quelques mètres plus bas et vous allez l'habiller ? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est une grande responsabilité que j'ai parce que, bon, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des costumes qui sont très vieux et parfois je mets des costumes qui sont même plus âgés que mes grands-parents, donc qui malheureusement ne sont plus là, mais bon, c'est comme ça. Et donc, faut vraiment en prendre soin. Et c'est d'ailleurs pour ça que n'importe qui ne peut pas habiller Mannequin Piste. Donc j'ai le droit de le faire parce que le collège communal de la ville de Bruxelles me l'a autorisé. J'ai aussi un habilleur adjoint qui le fait très bien parce que j'ai aussi le droit de prendre des vacances. Donc je m'arrange avec lui, comme ça on peut continuer les habillages. Est-ce que vous pensez que le Covid va avoir d'autres conséquences sur soit la manière dont vous travaillez, soit l'agenda, soit les cadeaux, peut-être réduire le nombre de costumes qui arrivent de l'étranger, non ? C'est vrai que les gens qui offrent des costumes, ils sont un petit peu méfiants et ils se posent aussi des questions sur la difficulté de ne pas se mettre en danger, voilà, sur les conditions sanitaires qu'on ne peut pas garantir à 100%. Donc il y a des gens qui voulaient offrir des costumes qui ont changé d'avis. Voilà, donc, Une dernière question, ça fait quand même du bien de pouvoir le revoir et de pouvoir recommencer à travailler ? Ah oui, tout à fait, parce que bon, là j'étais enfermé chez moi. Heureusement, je n'étais pas tout seul, mais voilà, ça fait plaisir de revenir à une vie un peu plus normale. Vous le voyez aussi sur le visage des gens qui viennent vous voir à l'habillage ou au déshabillage ? Ah oui, bien sûr, les gens sont contents. Ils sont contents de voir qu'il y a de nouveau quelque chose qui se passe, parce que pendant toute une période, il n'y avait rien du tout. Voilà, tout simplement. Bruxelles reprend vie, en fait, c'est un peu... Exactement. Bruxelles et son folklore. Bruxelles et son folklore. Très important. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui du coup ont été reportés, qui vont être postposés. On espère que le folklore belge va reprendre d'aussitôt. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Et puis on vous laisse déshabiller le mannequin. Est-ce qu'il est déjà déshabillé là ? Là, je vais aller déshabiller. Ah d'accord, mais non, on vous a eu juste avant le déshabillage. Il est habillé en quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, en fait, je lui avais mis un masque pour le Covid et voilà, je vais aller le retirer parce que voilà. D'accord, eh bien, très bien. On va retirer le masque de Mannequin Piste. Merci Nicolas Ederman d'avoir été avec nous. Alors, on vous a promis des cadeaux. Alors, on vient de parler du confinement du Mannequin Piste, au cas où vous vous demandiez. On vous a promis des cadeaux et aujourd'hui, vous pouvez gagner 2 cadeaux. Vous pouvez gagner des entrées pour le parc Mini-Europe, 4 entrées pour le parc Mini-Europe, mais surtout, vous pouvez gagner 25 € d'achat à la ferme Pilif. Alors, c'est une ferme à Bruxelles qui fait des produits locaux, mais surtout qui permet à 145 personnes en situation de handicap de travailler dans cette ferme. On peut remporter donc un bon. Comment ? Eh bien, en reconnaissant l'un des sons qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles. On va se l'écouter. Il y en a encore un. Allez, je vous donne un petit indice. Il y en a encore un qui est assez facile. C'est un transport en commun. Encore faut-il reconnaître quel transport, mais tout Bruxellois a déjà entendu ce bruit. On va écouter le mix des sons de Bruxelles juste maintenant. Le mix des sons de Bruxelles. Bruxelles revit. Si vous avez reconnu l'un des sons qui se cache dans ce mix des sons, eh bien, il suffit d'envoyer un mail avec vos coordonnées complètes et votre réponse à l'adresse lemixdessons au pluriel @bx1.be. Et si vous avez de la chance et que vous avez la bonne réponse, on risque peut-être de vous appeler avant la fin de cette émission. Donc n'hésitez pas à participer. Soraya, on vous retrouve dans quelques secondes. Le temps pour moi de remonter. BX1+. BX1+. Depuis 27 ans, la résidence Cristallin, gérée par la famille Doyen, propose une maison de vie probablement unique en Belgique, où sécurité et qualité des soins se conjuguent avec gastronomie et confort de vie.
Quel que soit votre état de dépendance, le cœur et la dignité humaine restent la préoccupation première d'une équipe dévouée à votre bien-être. La SPH est à votre écoute pour toute question liée de près ou de loin au handicap. Faites le 02 515 19 19. Les assistantes sociales sont là pour vous écouter, accompagner, orienter et vous soutenir dans vos démarches. La boucherie Cortose, c'est une histoire de famille. Nouvel aménagement pour encore mieux vous satisfaire. C'est le temps des barbecues. Venez découvrir notre sélection de viande pour vous garantir un barbecue 100% réussi. À côté de la place du Miroir, la boucherie Cortose, toujours mieux vous servir. Train World, le musée du train au cœur de la gare de Scarbeck, rouvre ses portes. Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en toute sécurité. Locomotive à vapeur, train à grande vitesse, embarqué pour une expérience unique. L'expo Paul Delvaux, l'homme qui aimait les trains, est prolongé. Venez plonger dans son univers poétique. Découvrez aujourd'hui le train d'hier et de demain. Info et ticket trainworld.be. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. 19h20 si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous en direct depuis le quartier du Piétonnier ce soir, du Café Palace même pour être un peu plus précise, où nous enregistrons cette émission. Alors on le disait, le Palace, c'est un lieu bien connu des Bruxellois qui a connu une histoire assez mouvementée, des fortunes assez diverses. Pour en parler ce soir, Thierry Demey, bonsoir. Bonsoir, Soraya. Alors, Thierry Demey, vous êtes l'instigateur et le réalisateur, le concepteur d'une série de guides incroyables qui ont tous comme point commun, oui, moi je peux me permettre de le dire pour le coup, qui ont comme point commun la ville de Bruxelles avec à chaque fois des fils rouges différents. On attend ici à la rentrée impatiemment la sortie du nouveau guide qui sera consacré au logement social à Bruxelles, vaste entreprise. Ici, on vous accueille ce soir pour s'intéresser peut-être un peu plus spécifiquement à ce quartier du Piétonnier. Le Piétonnier, finalement, c'est un petit peu la jonction nord-midi. C'est une jonction qui, elle aussi, a connu pas mal de rebondissements, pas mal de changements à travers l'histoire. Absolument, mais plus que la jonction en réalité, parce que la jonction est à quelques dizaines de mètres du boulevard. Ce qu'évoque essentiellement le Piétonnier, c'est la Seine, la rivière perdue de Bruxelles qui rentre à Anderlecht, derrière la gare du Midi, et qui ressort péniblement au-delà de la chaussée d'Anvers, un peu avant l'incinérateur de déchets, c'est tout dire. La Seine, qui était une petite rivière nauséabonde, rien à voir évidemment avec le fleuve parisien pratiquement éponyme, une petite rivière qui avait du charme, incontestablement, si on s'en réfère au tableau de Jean-Baptiste Van Moer ou aux photos des frères Guémard. Et cette Seine qui est en fait ici, qui était en fait autour de la grande île, c'est-à-dire l'île Saint-Géry, qui est toute proche ici, et qui était le berceau historique de Bruxelles. C'est là que la légende raconte que le premier château bruxellois, les seigneurs de Bruxelles, se sont installés sur une rivière. C'est assez logique. On avait besoin d'eau comme aujourd'hui. On n'avait pas de la possibilité de l'acheminer sur de longues distances. Et donc on s'installe au bord d'une rivière qui, au fil évidemment des générations, va s'empuanter de toutes les activités humaines, qu'elles soient artisanales ou industrielles, et qui va devenir un égout à ciel ouvert, raison pour laquelle on va voûter la Seine et on va transformer le lacis moyenâgeux de petites ruelles qui est encore présent près de la Grand Place, on le voit encore, des petites rues étroites et sinueuses. Qui sont encore préservées, c'est vrai. Oui, mais c'est ce qu'on appelle l'îlot sacré, c'est-à-dire ce qui reste, pratiquement, ce qu'on a décidé de sacraliser, c'est-à-dire de garder comme témoignage. Ce grand boulevard est bien dans la philosophie du 19e siècle, c'est-à-dire qu'on a décidé de mettre la Seine en souterrain. Elle ne sentira plus mauvais. Elle ne provoquera plus d'inondations, elle ne provoquera plus de maladies infectieuses comme des épidémies de peste successives l'ont démontré. Donc on la met en souterrain dans un égout, dans un pertuis, et au-dessus on crée un beau boulevard. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce boulevard à sa création ? Et alors au moment de sa création, ce boulevard, il faut se rappeler qu'on est à l'époque d'Haussmann. Georges Haussmann, le préfet de la Seine à Paris, qui décide de transformer Paris. Ici, Jules Anspach va faire à peu près le même travail,
Mais comme Bruxelles est du Paris en tout petit, il va le faire sur un seul boulevard, là où Haussmann va le faire. Le boulevard Anspach, c'est un boulevard parisien. Ça a été pensé comme ça. Ça a été vraiment pensé comme ça, c'est-à-dire la série des boulevards entre la gare du Nord et la gare du Midi. Et là où vous aviez raison, c'est la jonction va permettre une liaison ferroviaire entre les deux gares qui va être inaugurée dans les années 50. C'est un projet très très vieux du début du siècle. Mais par contre, le boulevard va permettre dans l'immédiat, en 1870, de relier la gare du Nord à la gare du Midi, mais en calèche ou en tramway. Donc on va pouvoir descendre à la gare du Nord, faire son chemin jusqu'à la gare du Midi, pour ensuite reprendre le train, parce qu'il faut savoir que le réseau ferroviaire belge est en étoile autour de Bruxelles. De ce point de vue-là, c'est assez comparable à tout se concentre sur Paris, tout se concentre sur Bruxelles. D'une certaine façon, si je vous écoute bien, en fait, ce piétonnier, c'est un peu un retour aux sources. C'est-à-dire que cette jonction, on va pouvoir la faire à pied. Alors, il n'y a plus de calèche. Pour le coup, c'est plutôt des vélos. Mais c'est un peu un retour aux sources, presque. C'est un peu un retour aux sources, sauf que c'était vraiment conçu comme une communication entre les deux gares, ce qui est devenu aujourd'hui une promenade. Très clairement et très agréable, il n'y a aucun doute, mais c'était un boulevard qui était prévu pour la circulation. Donc pour les circulations des calèches, des tramways, les premiers tramways électriques sont apparus sur les boulevards du centre. C'était vraiment l'endroit extrêmement animé, commercial, industriel, où on espérait que les gens qui descendent à la gare du Midi ou à la gare du Nord s'attardent quelque peu au centre-ville pour faire des emplettes. Raison pour laquelle on a créé d'ailleurs la gare centrale. La gare centrale n'existait pas à l'époque du boulevard. La ville de Bruxelles, consciente que le déplacement des gares allait provoquer sur son commerce, a exigé, quand on a conçu la jonction, d'avoir une gare au centre-ville, ce qui était assez unique au monde, et il n'y a que Berlin qui est cette même situation qu'à Bruxelles. Oui. Alors revenons peut-être un instant sur le bâtiment dans lequel on se trouve aujourd'hui, le Palace, qui est redevenu un cinéma, qui a connu des fortunes diverses. C'est un bâtiment qui a une solide histoire, si j'ose dire. C'est une solide histoire, en effet, et quand vous regardez la façade du côté du boulevard, ce qui intrigue le plus les gens quand ils voient la belle façade qui est d'inspiration Art Nouveau, Art déco, qui est dû à Paul Hamès, mais ce qui intrigue, c'est le coq qui se trouve sur le sommet. Généralement, un coq, c'est au-dessus d'une église. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Là, il s'agit du pâté Palace. Ah, c'est donc ça. C'est le pâté, donc les frères Pâté qui ont inventé, enfin je veux dire, qui ont à la tête d'une grosse entreprise de production et de distribution de films, de cinéma, qui ont acheté le bâtiment, qui l'ont fait transformer. Il avait été construit en fait vers 1880. Il servait d'hôtel de vente, donc de vente aux enchères. Il avait été construit par André Dumont en 1881 en style éclectique. On voit encore les images de l'époque. Et Paul Hamès a été appelé par les frères Pâté. Paul Hamès est un architecte Art Nouveau, c'est un élève de Paul Ancar. Et Paul Hamès va transformer la façade, mais surtout l'intérieur. Et donc, il va transformer ça en salle de cinéma Art Nouveau exceptionnelle, avec des décorations qui sont familières au style, évidemment. Et c'est la première chose que vous m'avez dit en arrivant tout à l'heure. Vous m'avez dit ça a bien changé à l'intérieur. C'est-à-dire, oui, il ne reste plus rien, parce que quand on a ouvert la première fois le Café Palace, ici même, dans les années 90, on avait pris soin de conserver un certain nombre de décors d'origine d'Hamès. Il faut savoir qu'entre-temps, évidemment, ce cinéma a été transformé en vertu des règles commerciales en matière d'exploitation cinématographique. En 1950, on a fait une grande salle, mais en 1973, il ferme. Il ferme comme cinéma. Et il est transformé en quoi, à votre avis? Alors là, pas là, vous n'y étiez pas. En 1973, il devient un showroom pour la firme Boknecht. Ah tiens. Donc, l'électroménager, de l'électroménager. C'est dommage. Ce qui veut dire qu'on va saccager évidemment complètement l'espace. On va créer une mezzanine là où il y avait des splendides escaliers Art Nouveau. On crée la mezzanine. On transforme la salle de spectacle en parking souterrain. Décidément, c'était la folie des parkings à l'époque. Absolument. Et donc, ça va durer 20 ans.
au terme duquel la communauté française va racheter le bâtiment. Il y a eu une guéguerre entre la communauté française et la communauté flamande. Et puis le projet de rénovation des 4 salles aujourd'hui. Tel qu'on le connaît. Oui, absolument. Merci infiniment Thierry Demey. Je rappelle vos différents guides, vraiment tous plus passionnants les uns que les autres, les guides Bado. Alors pour ceux que ça intéresse, les passionnés de Bruxelles et que vous voulez en savoir un peu plus sur les différents numéros, allez voir un petit peu sur le site www.badaux.be. Vous allez trouver là des ouvrages de référence vraiment richement illustrés et surtout richement documentés. Merci infiniment Thierry d'être passé dans cette émission ce soir. Alors 19h30, on va retrouver tout de suite Charlotte Maréchal qui devrait être dans les parages. Charlotte. Dans les parages, et d'ailleurs je reste dans le quartier puisqu'on a décidé de vous faire vivre ce quartier. D'ailleurs on a de la chance, Soraya d'ailleurs on a souvent de la chance avec la météo en ce moment. La fois passée on devait être dans le jardin de la Maison des Arts, il pleuvait et puis pendant l'émission il ne pleuvait pas. Aujourd'hui c'est pareil, c'est-à-dire qu'il devait pleuvoir, on ne devait même pas pouvoir sortir du bar Palace ici, mais on va en profiter. Moi je vais emmener Charles avec moi et on va aller voir ce qui se passe sur les terrasses parce que vous le savez, ce quartier du Piétonnier, il est bien connu pour ses bars, pour ses terrasses, pour son atmosphère nocturne, et on va aller voir ce qui se passe au niveau notamment des barmaids mais aussi des responsables des bars. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Roi des Belges, en tout cas ici il est très connu. Le temps pour moi en arrivant là-bas de vous rappeler que vous pouvez gagner des places, 4 places d'entrée pour le parc Mini Europe, mais aussi 25 € d'achat pour la ferme Nopilif à Laken, 25 € d'achat sur tous les produits que vous voulez. Je vais essayer de rejoindre Élise. Et bien voilà, Élise est là. Alors nous avons Élise qui est là et Luca Lepori. Alors Élise, vous êtes ici barmaid au Roi des Belges. Exactement. Et Luca, vous êtes le gérant du Mapa Mundo qui est juste derrière nous, le Mapa Mundo. Alors Élise, en tant que barmaid, comment ça se passe la reprise? Franchement ça se passe super bien. Déjà après quand même plus de 2 mois et demi de confinement, on est hyper content de reprendre le boulot. Et ça se passe très bien parce que les gens sont hyper agréables, donc c'est vraiment un plaisir de reprendre le boulot, quoi. Justement, il y a une ambiance, là on le voit, il y a des gens autour de nous, tout le monde est sur les terrasses. On profite d'ailleurs peut-être des 3 minutes de la soirée où il ne pleut pas pour pouvoir boire son verre. Il y a du monde comme ça tous les soirs? Là pour le moment, depuis la reprise, oui. Étonnamment, même un lundi soir, on hallucine un peu parce qu'il y a vraiment énormément de monde, on est un peu dépassé. Mais c'est chouette parce qu'on voit que ça revit et que les gens ont plus bu des verres depuis longtemps et qu'ils reprennent du plaisir, et donc forcément c'est agréable pour nous aussi. Comment est-ce qu'ils se comportent? Est-ce qu'ils sont différents, vos clients? Est-ce qu'ils sont plus sympathiques, peut-être plus indulgents? Est-ce que vous voyez une différence? Franchement, ouais, ils sont 1000 fois moins chiants. Et ils sont mieux dressés. Ils sont mieux dressés, on est d'accord. Exactement. Ils sont mieux dressés et ils donnent plus de pourboire et ils nous demandent comment ça va avec le masque, est-ce qu'on n'a pas trop chaud, comment se passe la reprise. Moi, on ne s'est jamais demandé comment j'allais dans ce boulot, donc c'est bien une première fois. Non, mais c'est vrai, non? Non, c'est vrai. On s'en fout de notre gueule. Ils se soucient aussi de notre travail. On se soucie un peu, c'est ça. Et c'est cool de voir ça, vraiment. Et il y a personne qui vient un peu anxieux en se disant mais est-ce que je vais pas être trop proche de la table d'à côté? Est-ce que on se rend pas compte qu'il n'y a plus de Covid là quand on sort ici sur le Piétonnier? La seule anxiété, je pense, c'est de savoir si on trouvait une place en terrasse. Et c'est tout. Voilà. C'était le même problème avant le confinement. C'était le même problème avant le confinement. Parfois, ils font un peu, ils sont là, excusez-moi, c'est marrant parce qu'il y en a, ils arrivent et ils font, excusez-moi, on est 3. Je dis, oui, installez-vous, faites votre vie, quoi, évidemment. Non, parce que nous, toutes les normes de sécurité sont là. Donc maintenant, à vous de vous placer, à vous de vous sentir bien et voilà. Justement, qu'est-ce qui a été mis en place là, justement, au Roi des Belges et au Mapa Mundo? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors, on doit désinfecter les tables et les chaises après chaque passage de client. On a mis en place aussi des désinfectants pour les mains, pour les clients quand ils rentrent dans le bar ou qu'ils sortent des toilettes. Voilà, on a mis ça en place pour eux et pour nous aussi. Nos serveurs travaillent tous avec des masques qui ont été confectionnés par une de nos barmaids aussi. Ouais, donc voilà. Celui-là, ils sont beaucoup plus beaux. Oui, ils sont beaucoup plus beaux. Voilà. J'avoue. Est-ce qu'on a remarqué un changement de consommation? Est-ce qu'on s'est dit, tiens, ils consomment plus d'alcool, ils consomment un peu moins? Comment est-ce que ça se passe? Les gens ont très très soif. Oui. Très très soif. Les fûts descendent assez vite. Les fûts sont à changer un peu plus souvent qu'avant, je trouve. Et non, mais voilà, je pense que les gens sont super contents et donc ils ont des requêtes un peu particulières, ils ont envie de reboire des cocktails sympas. Enfin, voilà, ouais. Ils boivent tout ce qu'ils n'ont pas bu pendant 3 mois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et alors vous, justement, en tant que gérant du Mapa Mundo, je suppose que vous avez ouvert avec petit pincement en se disant est-ce qu'ils vont revenir? Alors est-ce que vos clients habituels reviennent? Est-ce que vous voyez un peu cette sorte de solidarité de se dire allez, on va soutenir nos bars? J'avoue, on avait un peu peur à la réouverture, on ne savait pas où on allait. Et là, voilà, on le voit, les clients sont là. Après, chez moi,
peut-être pas au Roi des Belges ou au Zebra, je sais pas, mais chez moi, ça a un peu changé ma clientèle. Moi, j'ai une clientèle un peu plus touristique. Et là, j'ai une clientèle de Bruxellois. Ça fait plaisir aussi. Peut-être que les Bruxellois avaient oublié ces bars-ci. Ils avaient oublié la puissance de cette ambiance de nos bars. Oui. Donc voilà, ils reviennent et ça fait plaisir à voir. Et puis on voit tous les habitués aussi. Ouais, et nos habitués sont de retour. Bonjour, on est trop contents, ils ramènent des tartes, c'est trop cool. Ils vous racontent leur confinement aussi. Ils racontent leur confinement, comment c'est passé, on connaît un peu leur vie, c'est trop cool. Trop en détail parfois. Mais ça, c'est toute l'année, c'est pas seulement... mais là, d'autant plus maintenant. Ils ont des histoires à raconter depuis 3 mois. Vous parliez du tourisme, c'est vrai que là, pour le coup, il n'y a pas de touristes encore. Et pourtant, il y a du monde dans les rues. Vous appréhendez peut-être ce moment où on va ouvrir les frontières et justement, il faudra gérer plus de monde? On n'appréhende pas, on le gérera comme on le gère d'habitude. On l'attend avec impatience. Aussi, on attend avec impatience nos clients espagnols, anglais, français, anglais, enfin j'ai déjà dit anglais, je crois italien, tout ce qui va, voilà. C'est clair. On est impatient que ça réouvre. Je vais poser une question qui peut être un peu fâcheuse, peut-être plus en tant que gérant. Comment, au niveau financier, on se dit on va passer au-delà de cette crise? Comment est-ce qu'on met des choses en place justement pour voir de l'avant et se redévelopper, peut-être se réinventer même? Je sais bien que dans certains établissements, ils ont mis des take-away en place. Et chez nous, c'est un peu compliqué. On fait que de la bière, du cocktail. Donc, c'était un peu... Voilà, on n'a pas vraiment grand-chose en place. On espérait juste réouvrir, que les clients viennent. Et voilà, on pouvait juste faire ça, attendre que ça réouvre. Vous avez gardé le lien quand même, d'une manière ou d'une autre, avec votre public, que ce soit sur les réseaux sociaux, peut-être... On a partagé des photos sur Instagram, sur Facebook, en partageant avec nos clients qu'on les attendait, qu'eux aussi nous attendaient, parce qu'on a eu beaucoup de messages des clients qui étaient impatients que ça réouvre. Oui, et puis aussi avec nos équipes, on était toujours en contact. Il faut montrer aux gens qu'on les aime et qu'on les attend et qu'on est soudés entre nous aussi, voilà, avant tout. Et ça, c'est hyper important que les gens sentent que nous, on est soudés et que quand on les accueille, c'est dans un bon esprit aussi. Justement, c'est vrai que vous êtes de 2 bars qu'on dirait... opposés ou concurrents? Est-ce qu'on peut dire concurrents? Non, on n'est pas du tout concurrents parce qu'on fait partie de la même famille. Ouais, carrément. Mais donc vous n'êtes pas vraiment concurrents, mais il y a quand même donc cette solidarité. Là, vous êtes à 2 à l'interview, pas de problème. Mais est-ce que ce Covid, il a aussi réuni peut-être un peu plus les bars du coin, les restaurants? On a ressenti un peu moi aussi, je comprends ce que tu vis. Moi, je venais assez souvent pour entretenir un bar, parce qu'un bar, ça doit s'entretenir. Ça ne se laisse pas à l'abandon. Et il y avait une certaine entente avec mes voisins qui tiennent eux des restaurants et on se serrait les coudes et on était contents de discuter chacun de nos problèmes et de nos attentes et de nos craintes. Voilà, c'était un beau moment de solidarité, oui. Complètement, c'est vrai. On s'est rompus, mais on s'est un peu vu pendant le confinement. Mais parce que vraiment, pendant le confinement, c'était très insupportable. On était vraiment dans une... On est content de revenir boire un verre. Je vous présente. De ouf, franchement. Il en a bu plus qu'un. Non, on en a bu 10. On en a bu 10. Ça fait du bien d'être sur les terrasses. C'était incroyable. Et vraiment, on s'est senti voler. On a volé Bruxelles, quoi. On a survolé Bruxelles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'ambiance ici. Moi, je ne vais pas vous cacher. En plus, les travaux ici sont fermés. Vous êtes quand même vachement contents, ça aussi, que les travaux soient finis. S'ils sont finis, parce que ça mettait quand même un frein au tourisme et aux gens qui arrivaient. Maintenant, tout est fini, tout est beau, tout est propre. On peut repartir à zéro. Et... Le mot de la fin, on est quand même optimiste pour la suite et pour la continuité de tout ça. On est optimiste, donc plus que le soleil. Oui, aujourd'hui c'est un peu raté. Oui, c'est raté, mais pour ce week-end et la semaine prochaine, je pense qu'il y aura du soleil, donc voilà, on est content. On est content, Super, merci beaucoup Luca Lepoury donc de Mappa Mundo et puis Élise aussi du Roi des Belges. Et puis si vous venez boire un verre ce soir, c'est peut-être chez eux que vous viendrez. On se redirige, merci beaucoup, on se redirige vers vous, Soraya, à l'occasion de vous rappeler que vous pouvez gagner des cadeaux dans cette émission. Il fallait reconnaître le son qui se cache dans le mix des sons de Bruxelles. On a déjà reconnu le Manneken Pis, on a déjà reconnu les carillons du Mont des Arts. Il nous en reste encore 6 à découvrir. Alors si vous avez l'une des réponses, vous nous envoyez un mail avec vos coordonnées complètes, le mix des sons au pluriel @bx1.be et on appellera un auditeur qui a participé au concours avant la fin de cette émission. Il vous reste 20 minutes, presque plus de temps, dépêchez-vous. Soraya, je cours, je vole et je vous rejoins juste après une petite pause. BX1+. BX1+.
Pandart vous propose ses créations textiles personnalisées et produites dans le respect de l'environnement. Pour vous, vos amis ou votre publicité. Pandart est à votre écoute. Pensez local, pensez éco, pensez Pandart. Plus d'infos sur Facebook, Pandart Belgium. Waking up to shining morning sun. On the street a smile from everyone. In times like to say it's my lucky day. Pour ceux qui aiment la tranquillité d'esprit, il y a la parole Bellisol. Bellisol, châssis et porte sans souci. Maintenant chez Bellisol, à l'achat de vos châssis et portes, les vitrages sont à 1 €. Surfez vite sur bellisol.be. Vous recherchez pour vos enfants une école familiale et à visage humain, où votre enfant pourra évoluer et se construire de la première à la 7e secondaire grâce à un large choix d'options et une école des devoirs. Une école offrant une communication en temps réel et les meilleurs outils pour faire de ses élèves les adultes de demain. Une école de proximité, facilement accessible et dans un cadre verdoyant. Une école proposant un choix de repas variés, cuisinés sur place. Une école avec des classes aux équipements numériques récents et confortables. Une école qui met au centre les valeurs de partage, de respect et de persévérance. L'Athénée Royal de Sipelberg est cette école. Sur BX1+, Bruxelles revit avec Soraya Amrani et Charlotte Maréchal. Bruxelles revit, 19h40. Vous êtes toujours à l'écoute de cette émission, peut-être sur nos réseaux sociaux, peut-être sur notre site ou bien sur notre page Facebook. En tout cas, Bruxelles revit jusqu'à 20h ce soir dans le quartier du Piétonnier. On se trouve ce soir au café du Cinéma Palace. Alors, on a parlé cinéma tout à l'heure. On va parler maintenant de travail avec la jeunesse, avec notre invité Manuel Mouriot. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de Promo Jeunes. Promo Jeunes, c'est une AMO, un service d'aide à la jeunesse en milieu ouvert, c'est ça? Un service d'action en milieu ouvert. D'action, pour être encore un peu plus précis, c'est le grand A de l'AMO. Alors, c'est particulier parce que vos bureaux, vous, sont situés, et depuis le début, depuis la naissance de la structure, sont situés à un arrêt de métro, pré-métro, pour être un peu plus... Enfin, les deux d'ailleurs, puisque vos bureaux sont situés à De Broquet. Alors, pendant longtemps, vous avez dû partir, parce qu'il y avait quand même pas mal de travaux. Vous venez de réintégrer vos bureaux. C'est un petit peu spécial quand même d'avoir une ASBL avec comme public, comme cible, les jeunes dans un arrêt de métro. C'est un peu particulier, mais en même temps, c'est quand même un lieu qui est fréquenté par les jeunes, et donc ça a tout à fait du sens d'être dans un espace comme celui-là, et d'autant plus dans une station comme celle de De Broquet, où il y a énormément de passages de jeunes et de publics aussi variés. Alors là, l'heure est au déconfinement, et vous me le disiez en préparant cette interview, a priori c'est un moment de l'année, bon, c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, mais on met un petit peu la pédale douce. Là, pour le coup, eu égard à tout ce qui s'est passé ces derniers mois, vous avez même pensé à avancer en fait votre planning, à proposer des activités que vous ne proposiez pas à cette période-ci de l'année, tellement il y a un besoin, c'est ça? Tout à fait. En fait, en réalité, cette période-ci qui arrive, les 2 semaines qui suivent, sont intenses de manière générale, et vont l'être encore plus après ce qui s'est passé, puisque c'est la fin de l'année. La fin de l'année, ça pose énormément de questions pour les jeunes. Est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je vais choisir comme option? Donc ça va prendre quand même beaucoup de temps à nos services, et c'est la période estivale qui, elle, d'habitude est plus calme. Plus relax, oui. En revanche, on s'attend à cette année à être beaucoup plus présent sur le terrain cet été, parce qu'on pense que beaucoup de jeunes vont rester ici à Bruxelles, et donc là, effectivement, on va proposer un tas d'activités pour répondre à ces besoins-là. Vous anticipez, ou bien vous avez déjà des demandes concrètes qui vous sont formulées? On anticipe pour le moment. Après, on sent pour certains ce besoin-là. Oui, alors, vous le sentez parce que vous avez notamment des éducateurs de rue qui travaillent principalement sur le terrain. Alors, les différentes activités, on va en parler. Il y a notamment une velléité d'accompagner en fait les jeunes dans leur orientation. Ça reste encore quelque chose de difficile aujourd'hui pour nos jeunes de trouver la bonne voie, on va dire, la bonne voie scolaire. Ah oui, ça reste un des points très, très, très importants, en tout cas dans notre demande. Mais la scolarité de manière générale et l'orientation, effectivement, c'est difficile pour un jeune de savoir vers où se diriger, surtout quand il est jeune, à un moment de l'adolescence, il y a un tas d'autres problématiques qui peuvent intervenir dans sa vie, quoi. Et donc, effectivement, on aide beaucoup dans ce domaine-là. Et vous avez un projet, Alors, on a anticiper la rentrée, en fait. Voilà. Y penser maintenant. Exactement. C'est le nom de la campagne de prévention et de sensibilisation qui existe depuis déjà une dizaine d'années.
et qui fait intervenir une série de partenaires, d'acteurs comme nous, des AMO, mais pas que, des communes également, qui travaillent avec les jeunes et qui mettent l'accent justement sur 2 périodes de l'année, la fin de l'année, donc celle qui va arriver ici, et le début de l'année, pour justement penser à l'orientation, penser à comment préparer des examens de passage ou préparer des examens avant justement qu'ils aient lieu. Voilà, un tas de questions qui peuvent surgir et auxquelles voilà, on va essayer de répondre à cette période-là. Vous sentez des jeunes paumés dans ces moments-là, à la fin de l'année, en début d'année, sachant pas trop vers où aller? C'est des moments de trouble? C'est des moments de trouble et si on peut revenir au contexte actuel, ils sont accentués parce qu'on a eu une période où pour certaines écoles, effectivement, le contact a continué. Pour d'autres, ça a été plus difficile. Et donc, beaucoup de questions qui ont surgi dans la tête des jeunes, des parents, des jeunes. Et donc, on a énormément déjà de questions qui ont été posées à nos services. Et on s'attend vraiment à être, on va dire, pas submergé, mais quand même fort sollicité dans les 2 semaines qui vont suivre. Oui. On arrive à mettre la main sur ces jeunes un peu paumés? Nous, on travaille à la demande, hein, comme toutes les AMO, donc finalement c'est eux qui viennent vers nous. On ne va pas aller les chercher directement. En revanche, dans le travail de rue, effectivement, on va avoir plus cette démarche d'aller vers. Et donc c'est plus dans ce travail-là ou dans nos actions justement de sensibilisation, de prévention qu'on va peut-être pouvoir les toucher. Ouais. Mais à la permanence, moins. Alors, vous proposez aussi des activités, on va dire, plus ludiques, des ateliers créatifs et notamment des ateliers d'écriture. Ça marche, ça, auprès des jeunes. Ils se livrent facilement en écrivant. On se dit qu'avec les réseaux sociaux, franchement, se mettre devant une page blanche pour raconter ses états d'âme, ça marche quand même, ça, encore aujourd'hui? Oui, ça marche assez bien. Maintenant, il y a la façon de le présenter. Nous, on travaille avec l'écriture, effectivement, mais à travers le médium de la musique. Donc on va les amener à écrire des chansons à texte de type rap, chanté aussi. Et donc ça fonctionne assez bien parce que c'est un vecteur d'échange, la musique. Les jeunes écoutent de la musique et le rap leur parle beaucoup. Donc on va travailler avec ça. Et finalement, en fait, on va arriver avec des textes très intéressants, avec du contenu, des messages vraiment portés par ces jeunes. Oui, tout à fait. C'est dingue. Le hip-hop est définitivement un vecteur et une culture qui rassemble et qui permet de faire bien des choses. Je me suis laissé dire d'ailleurs que vous étiez un peu graffeur sur les bords. Oui, tout à fait. Et que vous encouragez d'ailleurs. Vous proposez une fresque murale, c'est possible, de temps en temps? Effectivement, on a fait plusieurs fresques avec les jeunes, donc dans le cadre d'ateliers un peu comme pour l'écriture. On peut le faire à la demande. Et voilà, oui, tout à fait. Et les fresques, ce sont quoi? Ce sont des murs publics? Alors, ce que nous avons fait dans le passé, c'était souvent dans des écoles. Donc, c'était des écoles qui nous offraient un espace, un réfectoire, et on travaillait avec les élèves de ces écoles. Après, on a aussi collaborer et on souhaite le refaire avec la STIB puisqu'on est dans leurs locaux. Donc voilà, ça c'est l'idée. On trouve toujours d'autres possibilités, quoi. Je voudrais qu'on vienne sur une autre activité que vous proposez, que je trouve très intéressante et très ancrée pour le coup dans ce quartier du piétonnier, un quartier à naissance, hein, pour une part en tout cas s'agissant de ce piétonnier. Vous avez développé des activités avec des jeunes qui viennent effectuer des petits boulots à des endroits où on est en demande d'huile de coude, si je puis dire. Voilà, effectivement. Donc c'est notamment à travers ce travail de rue que ce projet dont on parle ici a vu le jour. Donc c'est l'idée ici très concrète. Cet été, un groupe de jeunes issus du quartier du Rempart des Moines, donc la cité qu'on appelle les 5 blocs, ils vont être amenés à repeindre toute une cage d'escalier d'un des immeubles qui est en assez mauvais état. Et l'idée, c'est d'une part de se rendre utile, de rendre leur quartier un peu plus beau, mais également de gagner un peu d'argent pour monter un projet collectif avec le groupe de jeunes qui participent. Et ils s'y mettent facilement? Il y a cette envie d'aider, de se sentir utile? Oui, ils sont motivés. On sent que quand il y a une vraie réflexion derrière, et c'est pas que aller peindre pour gagner de l'argent, il y a une motivation, il y a un esprit de groupe qui se crée, donc oui, tout à fait. Merci infiniment, Manuel, de nous avoir présenté toutes ces activités. On rappelle qu'il y en a bien d'autres, d'ailleurs. Ouais. Alors, s'agissant de la rentrée, il faut y penser. Il y a un site internet, c'est bien de le rappeler, c'est larentrée.be. C'est très simple. Là-dessus, vous retrouvez tous les partenaires et toutes les informations nécessaires en fait, à ce sujet. Et concernant toutes les autres activités de Promojeunes, effectivement, c'est promojeunes-amo.be.
Et donc là, j'imagine que dans les semaines qui vont venir, il va y avoir encore des offres en termes on va dire d'occupation, de stages, d'activités. Donc pour tous ceux qui seraient intéressés. Sur notre site, sur notre page Facebook et sur Instagram, on est assez actifs. Ben voilà, vous êtes bien complet. Merci infiniment, Manuel Murillo, d'être passé dans ce studio mobile. 19h et presque 50 minutes, toujours en direct. Et je pense que vous l'entendez depuis le café du Cinéma Palace qui nous accueille ici ce soir. On va tout de suite donner la parole à Charlotte qui se balade à mon avis encore un petit peu dans le bâtiment. Charlotte? Je monte, je descends les escaliers, je me balade, j'emmène Charles avec nous. Et puis là, on dirait un peu que je vais vous pousser la chansonnette, mais ça n'est pas ça que je vais faire. Non, je vais rejoindre quelqu'un qui va le faire bien mieux que moi. Mais alors, d'abord, il y a eu ce jeu aujourd'hui pour vous faire remporter 4 places pour Mini Europe ainsi qu'un bon d'achat de 25 € à la ferme Nopilif. Ce cadeau, il fallait, pour le remporter, il fallait reconnaître l'un des sons. Dans le mix des sons de Bruxelles, il y a 8 sons qu'il faut reconnaître en tout. On avait déjà découvert le Manneken Pis, on avait déjà découvert le Mont des Arts. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ici aujourd'hui? Je pense qu'on a un auditeur à l'appareil. Bonsoir, je pense que c'est Pascal. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Je vous propose... Alors, vous avez joué à ce jeu? Oui. Tout à fait. Et donc, comme le Manneken Pis a déjà été donné, je pensais au carillon du Mont des Arts, mais apparemment, vous venez de me dire que c'est déjà donné aussi. Donc, je pense aux cloches de Sainte-Gudule. Est-ce que vous êtes sûr de vous, Sainte-Gudule? Vous l'avez entendu dans le mix? Il me semble. Je ne peux pas être certaine à 100%, parce que, voilà... Je pense, Pascal, que vous avez une très bonne intuition, puisque effectivement, les carillons, les cloches en tout cas, sont dans le mix des sons de Bruxelles. Bravo, vous venez donc de remporter 4 places pour Mini Europe ainsi que 25 € d'achat à la ferme Nopilif qui se trouve à Laken. Merci d'avoir joué avec nous, Pascal. Et puis surtout, si vous en devinez d'autres, si vous en devinez 8, qui sait, vous pourrez peut-être remporter le panier garni à la fin de ces émissions le 26 juin quand on sera place du Miroir. Et donc, vous pourrez remporter des nuits d'hôtel, des tickets restaurants. Donc continuez à jouer. Merci Pascal. Alors je vais me diriger vers l'artiste dont je parlais tout à l'heure. Le temps pour moi de le rejoindre. Alors on a Liv Johans qui nous rejoint, ou que je rejoins plutôt. Un artiste 100% bruxellois que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez suivi la saison The Voice en 2017. Vous étiez dans l'équipe de BJ Scott. Et puis alors, on est au Piétonnier et ça tombe bien parce que le Piétonnier, c'est un peu votre quartier. Vous avez joué dans la rue pendant presque une année, dans la rue ici même, devant la Bourse. Bonjour Liv Johans. Hello, hello. Alors, c'était quoi ça, cette envie de pouvoir partager sa musique après l'expérience de The Voice, partager son expérience avec votre public et avec le public du Piétonnier? Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je manquais un peu d'expérience au niveau de la scène, etc. Et du coup, je me suis dit que la meilleure manière, c'était de me confronter à une audience, c'était dans la rue. Et donc, j'ai fait ça en fait en même temps que de participer à l'émission The Voice. Et du coup, ça a sans doute joué aussi un peu en ma faveur pour ce qui est un peu du public, etc. Mais c'est un peu ça aussi qui m'a formé. C'est vrai qu'on vous a peut-être suivi sur les réseaux sociaux, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez changé de projet, vous êtes sorti de la rue pour rentrer en studio et pour vous concentrer sur la création musicale. Ça veut dire qu'on se dit, tiens, il y a vraiment des périodes dans votre apprentissage, on sort de la rue, on rentre en studio, vous étiez plus prêt ? Ouais, c'est vrai que ça a changé pas mal. En fait, moi, quand j'ai fait The Voice, j'étais assez jeune musicien au niveau, en tout cas, ça faisait que 2 ans que je chantais, que je faisais de la musique. Du coup, il m'a fallu un peu de temps pour que j'apprenne tout ce qui concerne la production musicale, parce que l'idée, c'est quand même de fournir des chansons. Et donc là, maintenant, je me suis fait mon petit home studio chez moi, et là, je suis en train de travailler tout ça. C'est vrai qu'avec le confinement, tout ça, ça aide un peu. C'est très différent de jouer que du live, de pouvoir faire des reprises et à la fois tester ses propres chansons sur un public directement. Presque, on pourrait l'écrire le matin et l'essayer l'après-midi même. C'est tout à fait différent que travailler en studio. C'est vrai que c'est assez différent, mais là j'avoue que je suis plus retourné, j'ai plus joué dans la rue depuis un petit temps. C'est quelque chose que j'ai envie de reprendre, parce que c'est vrai qu'il y avait un côté très chouette. Mais l'idée du coup ici, c'est aussi d'avoir des chansons qui sont à moi, qui sont enregistrées, et de pouvoir du coup jouer aussi mon répertoire
voir, de voir aussi par exemple comment est-ce que ça prend en fonction des gens qui ne connaissent pas et qui, entre une reprise ou ce que je joue, est-ce que ça répond bien. C'est vrai que c'est toujours un indicateur intéressant. Alors, puisque vous vous êtes mis à écrire, vraiment à vous concentrer sur la production musicale, il y a un single qui est déjà sorti. Il y en a un deuxième qui est vraiment à la porte de sortie puisqu'il sort vendredi. C'est le deuxième d'une série ou comment est-ce que ça va se passer ? En fait, oui, je me suis pas mal renseigné au niveau de la stratégie à suivre par rapport au single et par rapport quand on est un artiste émergent. Et du coup, là, je vais sortir un single tous les mois pendant 10 mois. C'est le petit challenge que je me suis lancé avec un clip. Et de faire un petit peu tout moi-même. Enfin, je me fais aider aussi au niveau avec des partenaires pour écrire les chansons, pour produire, pour mixer, etc. Mais on va dire que je n'attends pas de travailler avec une maison de disques ou autre pour le moment. J'ai envie de prendre mes marques, etc. Et l'idée après, c'est évidemment de pouvoir faire du live et de pouvoir vivre de ma musique. Vous parliez du confinement, alors on a déjà eu certains artistes dans l'émission Bruxelles Vie, et il y a un peu deux camps. Il y a ceux qui se disent moi c'était un peu le néant artistique parce que cette situation est quand même très anxiogène et donc au niveau de la créativité, ça les a vraiment impactés. Et puis il y a de l'autre côté les gens qui se sont mis à fond sur la création. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? C'est vrai que moi quand le confinement a commencé, je me suis dit ok, ça peut être intéressant parce que ça peut être une sorte de blocus musical qui peut me servir pas mal au niveau de la production. Je vais pouvoir un peu geeker. Après, le côté négatif, c'est que moi j'ai l'habitude de faire des petits événements style mariage, etc. Et tout ça s'est annulé, ça s'est retrouvé annulé. Donc clairement, au niveau financier, on le ressent. Mais en tout cas, je me suis concentré principalement sur la production musicale et ça m'a un peu, je dirais, moins impacté que certains artistes peut-être. On va évidemment écouter un morceau que vous allez nous jouer. Vous avez pris votre guitare ici sur le canapé. Moi, je vais vous laisser, non pas la rue, s'il ne pleuvait pas, peut-être la rue, mais en tout cas le canapé, je vais vous laisser. Puis du coup, on s'écoute un morceau de Liv Johans. Merci. To down that whiskey chase was the first of my mistakes. Now I've got the courage, but I don't know what to say. I tell you what I did today. I tell you how my bus was late. I tell you how I'm overworked and underpaid. But I just wanna tell you, I don't have the right words, don't have the nice words, don't know any long words, saying the wrong words. None of my lines work, I'm kinda shy, but these are all my words, so these are the right words. I talk about the weather and friends you've never met. We laugh at all my jokes, but something tells me I'm a mess. You tell me things that make you cry, the things that keep you up at night. You look into my eyes, but still I don't reply. But I just wanna tell you, I don't have the right words, don't have the nice words, don't know any long words, saying the wrong words. None of my lines work, I'm kinda shy, but these are the right words, so these are the right words. Ooh, hey, hey, ooh, Bravo, je voudrais bien applaudir. Alors attendez, parce qu'avec les perches, j'applaudis quand même. Bravo, Liv Johans. Oui, voilà, le bar nous suit. Merci. Merci, Livio. Alors, c'était l'un des singles que vous allez sortir ? C'est celui qui sort du coup vendredi, qui s'appelle Right Woods. Right Woods. Alors, c'est un peu une exclusivité là. On peut dire ça. On peut dire ça. Ça sort vendredi, ça sort où ? Sur les plateformes ? Ouais, ça sort sur les plateformes de streaming. Le clip arrivera bientôt aussi. Il est déjà fait, mais je ne sais pas encore quand je le sors, vu que tout est fait un peu de manière
indé. Merci Livio Hans d'avoir été avec nous. Merci pour ce moment musical. Il me reste à rejoindre Soraya Amrani qui est ici en haut. Alors vous êtes un artiste 100% bruxellois et alors c'est le moment de rappeler que sur BX1+, eh bien, on a une programmation musicale 100% Fédération Wallonie-Bruxelles et ça a quand même le mérite d'être soulevé. Donc on retrouvera peut-être Livio Hans dans la programmation musicale de l'émission. Alors Soraya, on se retrouve mercredi. Mercredi, on sera en direct ben voilà, j'ai un trou, super. Mercredi, où est-ce qu'on sera, Soraya, mercredi? En fait, ce sera plutôt vendredi, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi, et vendredi, on sera en direct. Reprenez votre souffle, en direct d'Uccle. Effectivement, l'émission se termine ici tout doucement. Le temps pour nous de vous dire qu'effectivement, on se retrouve dans 2 jours, donc ça ira très très vite du côté d'Uccle. Le temps pour nous aussi de remercier la fine équipe, sans laquelle cette émission ne pourrait pas voir le jour. On va remercier d'abord toute l'équipe du Cinéma Palace pour son chaleureux accueil. Remercier aussi Raphaël Sellecarts, David Ferral, Charles Carpro, notre Magic Team technique ici sur cette émission. Et puis remercier également Sébastien Van Mulders et Jean-Jacques Deleu. Donc on se retrouve, ce sera bien vendredi. Merci Charlotte, à vous de me rattraper. avec de nouveau pas mal de rendez-vous et un live là encore vendredi. Exactement, un live et puis des cadeaux. Restez bien parmi nous vendredi. Ciao, ciao. Vous.